mental illness. Bad luck isn't brought by broken nerves, but by broken minds. Archéologue du futur, pionnier du digital, poète en hexadécimal, je vous salue bien bas. Je vous dis bienvenue dans Médiatique, votre émission dédiée au TIC que vous retrouvez, vous le savez, chaque jeudi de 17h à 19h sur les ondes de radio à l'échelle 3. Je suis Reda Benassel en compagnie de Lemine B, derrière la vitre et de mes chroniqueurs de talent. Nous allons tenter pendant 2 heures de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de clubs étudiants, de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Et au programme de cette émission, chapeauté par nos chroniqueurs Lina Mezhoud, Lila Harrat et Hatem Houssini, nous aurons le plaisir de recevoir M. Alab Halahoum, professeur à l'université d'Alger 2, M. Yahya Riles, expert en jet et fondateur de Gisco System, M. Abdelrahman Kalem pour nous parler de l'incubateur de l'université de Bzolaire, entre autres choses. Et tout ça et bien d'autres choses encore, c'est dans Médiatique, l'émission qui vous amène à la découverte de la Terra Numérica, juste après ceci. 17h10 sur les ondes de Radio Alger Chaîne 3, vous écoutez Médiatique présenté par votre serviteur Reda Benassel derrière son micro accompagné de Hatem Houssini et de Lina Mezhoud. Hatem, bonsoir, tu es l'orchestre de cette première partie de Médiatique. Bonsoir. L'orchestrateur, pardon. Oula, on sent la fatigue de fin de semaine. Le chef d'orchestre, voilà. Bonsoir, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons avec nous 2 générations, donc une ancienne génération c'est sympa pour lui. incarnée par le professeur Halahoum. C'est un honneur que vous nous faites d'être des nôtres, qui est un expert dans tout ce qui est bibliothéconomie et particulièrement le numérique, qui va se présenter et son élève, son étudiant. Merci. Qui lui crée, vous voyez la nouvelle génération là qui passe à l'entrepreneuriat, qui est en train de créer sa start-up dans son domaine, c'est-à-dire la bibliothéconomie. Et nous avons avec nous aussi un ancien de la Bibliothèque nationale, un ancien qui a travaillé dans tout ce qui est bibliothèque, etc. Et aujourd'hui... Et que j'ai interviewé pour la toute première fois en 2009. C'est dire à quel point ça remonte et sa présence dans le milieu de la GED est pertinente. Il est pertinent. Donc, nos invités, bienvenue. Le sujet, c'est le livre électronique. Première question au professeur Halahoum, c'est la lecture. Est-ce que c'est une nouvelle façon de lire qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui, ce nouveau... cette nouvelle relation entre le livre et le lecteur. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation. Je salue les présents ainsi que nos éditeurs qui nous écoutent. Avant de parler de livre électronique ou de l'édition électronique, il faut dire que l'idée du livre électronique remonte en 1971. Lorsqu'un étudiant américain au nom de Hunter, qui a eu l'idée de numériser le premier document. Et à l'époque, il s'agissait de l'hymne national américain. D'accord. La deuxième initiative vient toujours de la même personne qui a, à travers le projet Gutenberg, dans le but de numériser à peu près 1 million de livres. Donc ce projet a commencé aux États-Unis, puis il se retrouvait en Europe. Concernant le livre électronique, avant le livre électronique, il y a eu d'abord les revues électroniques. Oui. Et ça remonte à 1995. Et à cette date, il y avait les revues étaient éditées sous forme papier et sous format électronique. Mais depuis quelques années, c'est la revue électronique qui prime. Il n'y a plus pratiquement de revue électronique. Le papier est en crise depuis la moitié des années 90, effectivement. Pour le livre, il remonte au début de 2000-2002. Mais il y a actuellement le livre électronique et en parallèle, le livre papier existe toujours. Disons que le livre électronique représente à peu près, au niveau mondial, à peu près 20% de la production. En parallèle donc au livre électronique, il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le livre audio.
par exemple, qui commence à se développer pratiquement en Europe et aux États-Unis. Par exemple, aux États-Unis, le livre audio représente jusqu'à 20% de la production éditoriale américaine. Alors, sociologiquement, on peut l'expliquer parce qu'ils passent beaucoup de temps dans les transports en commun, dans le métro, etc. Donc, ça leur permet et de faire passer le trajet plus vite et évidemment de rattraper leur retard en lecture. Mais, disons, c'est un début. Reste à savoir, est-ce que le livre audio va remplacer le livre électronique ou numérique? Je ne sais pas, la question reste posée. Mais il y a toujours un début à quelque chose. On avait brièvement discuté en off avant pour préparer l'émission. Je vous avais parlé des travaux d'un chercheur français, qui était assez sceptique par rapport à tous ces nouveaux livres. Et pour lui, en fait, c'est pas les mêmes zones du cerveau qui sont sollicitées par le livre traditionnel, par rapport au livre numérique. On apprendrait moins numériquement si on n'a pas la mécanique de tourner les pages, tout le côté sensoriel en fait du livre traditionnel. Est-ce que vous adhérez à cette étude qui est tout à fait contestable et dont on peut bien évidemment débattre? C'est un point de vue, j'allais dire, discutable. En plus, c'est un point de vue d'un psychologue, d'un psychiatre, ou je pense d'un sociologue. Mais actuellement... Il est psychosociologue, pour être précis. Il y a un marché du livre électronique, parallèlement au livre papier. Je prends par exemple le cas d'un pays comme la France. Eh ben, le livre électronique représente jusqu'à 40% de la production française. Donc, je ne sais pas sur les aspects, je suis un peu en retrait par rapport à ces aspects psychologiques, sociologiques. Il y a aussi c'est-à-dire maintenant on est dans une économie de plateforme. Et l'économie de plateforme, avec toutes les grandes plateformes de vente en ligne et tout, elle facilite justement l'écoulement de ce produit dans cette forme. Distribution, sa les points d'accès. C'est ça qui fait l'engouement. Mais ça condamne parallèlement à mort le métier de libraire, etc. Donc le débat est très très mitigé. Pardon. Non, le métier de libraire existe toujours. Et je ne pense pas que le livre électronique va tuer cette profession. En tout cas, en Europe, ça commence. Des études le montrent. Mais professeur, aujourd'hui, il faut reconnaître, dans le métro, c'est plus comme avant. Avant, on voyait tout le monde en train de lire un livre. Maintenant, un peu moins. Et beaucoup plus, les gens sont avec leur smartphone. Donc, sûrement, ils sont en train de lire des contenus électroniques et numériques. On va poser la question à la plus jeune autour de la table. Lina, quel regard portes-tu par rapport à ça, toi qui es fraîchement diplômée? Alors moi, j'ai un avis un peu négatif par rapport au livre électronique d'un point de vue déjà environnemental. Je pense que voilà, comme toujours, pour lire un livre, c'est vrai, lorsqu'on achète un livre papier, c'est vrai qu'on consomme du papier. On abat des arbres quelque part sur la planète. Exactement, mais après c'est un livre qu'on va réutiliser. À chaque fois qu'on va réouvrir ce livre, on ne va pas consommer de l'énergie. Contrairement à ce que lorsqu'on utilise un téléphone, à chaque fois on consomme de l'énergie, notre téléphone ou bien notre PC portable. Parce que pendant longtemps ça a été l'argument d'Amazon par exemple, c'est-à-dire je numérise, je sauve la planète, alors que pas du tout. On revient sur la question du greenwashing. À chaque fois, c'est juste pour l'image. Donc, et puis, je sais pas, je pense que je suis pas un exemple ou bien je ne représente pas la majorité. Moi, je préfère vraiment le livre papier. C'est peut-être une affaire de génération aussi. Voilà. Peut-être, oui, exactement. Voilà. On va poser la question à notre ami Riles. Oui, moi je pense avant de nous intéresser par la suite à l'aspect patrimonial, conservation, etc., qui est un peu plus ta spécialité. Exactement. Moi je pense que comme vous le dites, c'est un phénomène nouveau que toute la société est en train de vivre, cette transformation digitale. Donc, les bibliothèques, le lecteur doit s'inscrire dans cette dynamique, d'accord? Donc, moi je pense que les éditeurs, les bibliothèques doivent s'inscrire dans cette dynamique. Pourquoi? Parce que nous avons une nouvelle génération qui est très connectée. Nous avons des outils qui facilitent l'accès et la diffusion de ce savoir écrit. Donc, il va falloir s'adapter à cette nouvelle donne, tout simplement. La recherche aussi. Et la recherche aussi, bien sûr. Et donc, nous avons en face de nous une génération qui a aussi de nouvelles attentes, mais qui a aussi un accès très facile à ces plateformes, qui facilitent encore mieux, moi je pense, si on prend certains points par rapport à l'accès aux documents, donc nous avons l'accès qui est plus rapide et qui est plus général. Donc si par exemple on prend le problème d'accès aux livres papier,
ici en Algérie, je vous donne l'exemple, on a un gros problème de distribution du livre papier. Mais si on a une version numérique qui est bien contrôlée, bien sûr, donc pour éviter le piratage et tout ça aussi, on va en parler. La propriété intellectuelle, c'est très important. Donc là, on augmente le spectre de lecture et on offre l'accès à une population beaucoup plus vaste et qui est demandeuse de cette version. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites en Algérie? Il y a 36 000 études en Europe, aux USA. Est-ce que des études de ce type ont été faites chez nous? Et bien justement, moi, je pense que c'est un sujet sur lequel il faudrait peut-être ouvrir un petit débat. Parce qu'on ne peut pas dire que la version papier est beaucoup plus demandée que la version numérique. Non, ce qu'on voit, mais est-ce qu'on a une vision globale 360 de ce qui se passe réellement? Là, on ne sait pas, mais je pense qu'il faudrait lancer des études dans ce sens et je pense que les premiers concernés, c'est les bibliothèques universitaires, les bibliothèques du quartier, les bibliothèques de wilaya, qui peuvent lancer ce genre de sondage, d'enquête, pour savoir quelles sont les nouvelles attentes de cette nouvelle génération complètement connectée, quoi, en parenthèse. Même question pour notre ami Abdelrahman. D'abord, je souhaiterais vous remercier de m'avoir invité à participer à cette émission. Avec plaisir. Bon, premièrement, pour moi, d'après la troisième révolution, les apparences des PC et tout, ça a donné, en Algérie, tu as dit en Algérie, le livre papier est trop demandé, bien plus que le livre numérique. Pour mon projet, il s'agit de développer une nouvelle version du livre numérique pour le rendre plus utile. On va en parler ça. Donc vous voulez innover. Bien sûr. Innover sur cette... parce que je trouve que il y a pas. Un livre numérique, c'est pas juste un scan d'un livre papier. En fait. C'est un livre 2.0 qui est interactif et qui offre plus de utilité pour le lecteur. Pour le lecteur. Et pour le développement des recherches scientifiques, pour les revues, c'est plus utile ces espaces numériques parce qu'il y a toujours la rapidité dans les recherches scientifiques. Par rapport à le livre. L'indexation. Bien sûr. Surtout. C'est-à-dire même l'édition, elle se fait rapidement. Bien L'éditeur, bien sûr. Surtout les revues. Beaucoup plus les revues. Les revues. Donc le succès, il est dans les le côté scientifique. Professeur Allahoum, par rapport à l'étude. Au-delà des avis des uns et des autres, le livre numérique existe. Même en Algérie, existe à travers la plateforme du ministère de l'Enseignement supérieur, le SNDL. Mais le problème qui se pose, on s'est rendu compte qu'il est très peu utilisé. Comment vous l'expliquez? Parce que tout simplement, les gens ne lisent pas. Les gens n'ont pas acquis cette habitude de lire. Or, on sait très bien que les habitudes bonnes ou mauvaises s'acquièrent dès le jeune âge. Dès l'enfance, à partir de 4 ans, il faut que l'enfant s'acquiert. Donc, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui arrive à 20 ans de lire. Or, c'est pour cela que le livre le numérique universel existe en Algérie. Mais on s'était rendu compte, d'après les études et des statistiques, il y a à peine 10% de tout ce qui a de livres qui sont achetés à l'étranger ou abonnés à l'étranger. Il y a à peine 10% d'étudiants qui lisent. Donc, alors à que peine 10% d'étudiants qui lisent. Oui, les statistiques. Alors terrible. Que l'État dépense en moyenne 3 milliards de dinars, c'est-à-dire 300 milliards de centimes pour l'acquisition de la documentation numérique. Mais malheureusement, on s'était rendu compte que le livre numérique ou le document numérique d'une manière générale est très peu utilisé, pour ne pas dire pratiquement non utilisé. Il est terrible ce chiffre, c'est-à-dire, évidemment, je pense aussi là qui chaque année sort des chiffres sur sa fréquentation, sur ce que lisent les Algériens. On savait évidemment qu'il n'y avait pas des ruées dans les bibliothèques, ça c'est clair, net et précis, on connaît notre pays. Mais j'étais loin d'imaginer que dans l'enceinte universitaire, ça se passait aussi de cette manière. Oui, Riles. Ce chiffre, c'est vrai qu'il est différent, mais est-ce qu'on s'est posé la question, pourquoi ce chiffre-là? Est-ce que peut-être, je ne sais pas, moi je me pose la question à la place de nos auditeurs. Est-ce que peut-être il n'y a pas une mauvaise communication autour de cette plateforme? Est-ce que tous nos étudiants savent qu'ils ont accès à ce genre de choses? Est-ce que tous nos étudiants ont des accès qui leur permettent de lire le livre? Je ne sais pas. Donc, le fait de dire que
les gens ne lisent pas. Ok, mais pourquoi on lit pas? C'est vrai qu'il y a l'aspect éducation de l'enfance, mais je ne pense pas qu'un étudiant c'est-à-dire à l'université qui ne lit pas les livres techniques qui concernent sa spécialité. Vélas, qui est même aussi professeur, vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, l'étudiant cherche de la connaissance. Avant, on l'a trouvée dans les bibliothèques et dans les centres de documentation. Aujourd'hui, il peut la trouver sur Internet. Ailleurs, c'est-à-dire que... Donc, tu penses que c'est ça l'explication? Ça pose que maintenant une bonne partie cherche leur connaissance. La preuve, maintenant les élèves du terminal, ils sont en train de passer le bac et tout. La plupart les viser avec des plateformes, pour ne pas citer les noms de plateformes. Mais avant, nous qui sommes d'une certaine génération ancienne, on se procurait des livres. Hein. Des livres, on allait dans des bibliothèques et tout. Et ça a changé. Voilà. Et pourquoi, je ne sais pas, peut-être que c'est là où il faudrait que les premiers responsables de la diffusion du savoir, et en premier lieu les bibliothèques, quel que soit leur niveau, innovent et imaginent des solutions ou des nouveaux services qui correspondent à de nouvelles attentes de ces générations-là. C'est-à-dire, il ne faut pas s'attendre, je m'excuse, c'est-à-dire, il ne faut pas rester dans cette logique que nous avons une bibliothèque, les 4 murs, et nous avons des livres, il faut attendre que le lecteur vienne. Alors là, nous avons une bibliothèque numérique, on attend que le lecteur vienne se connecter. Non. Mais le professeur Allaire m'a dit quelque chose de très intéressant à l'instant, c'est-à-dire il faut habituer les enfants dès leur jeune âge. Oui, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on est en train de mettre un peu la charrue avant les bœufs, leur donner des moyens d'accès extraordinaires, alors que, en plus, il ne faut pas non plus limiter la lecture à l'utile. On ne le lit pas parce que ça sert à quelque chose ou pour m'aider dans mes études. C'est un plaisir, c'est une ouverture sur le monde. Bien sûr, c'est tout à fait normal. L'imaginaire qui est titillé, etc. Nous, on parle de l'écrit, du savoir. Donc, lire un roman, c'est un savoir aussi. Donc, on apprend, bien sûr. Mais c'est-à-dire, moi, j'essaie d'évoquer cette problématique que nos institutions chargées de la diffusion du savoir et du livre, d'innover et d'essayer de changer la communication, que ce soit moins rigide, non moins seulement la communication, un peu plus cool. Mais c'est-à-dire, on a parlé du livre sonore. Je ne sais pas, peut-être qu'on a une génération qui a des difficultés à lire, mais peut-être qu'il veut écouter. Pourquoi nous n'imaginons pas un nouveau service dans les bibliothèques qui consiste à... C'est une excellente idée. Pourquoi pas? Tu te souviens la Bibliothèque nationale en 1998, on parle de cette époque. Oui, il y avait des livres audio. Il y avait un espace dédié à l'écoute pour les non-voyants. Pour les non-voyants, c'est-à-dire il y avait déjà cette... Mais c'est nous qui devons nous organiser. Voilà. De toute façon, excusez-moi, on est malheureusement devant une génération qui ne lit pas. Moi, je me rappelle, à la fin des années 70, on mettait jusqu'à 2 heures pour trouver une place au niveau de la bibliothèque. C'est vrai. Et la bibliothèque restait ouverte jusqu'à 20 heures. On nous obligeait à sortir. Comment s'est opéré ce shift, ce changement de paradigme, surtout que vous êtes à Bouzaréa, qui est quand même un haut lieu, qui est connu pour la littérature, etc. À quel moment s'est opérée cette désertion de la lecture? Je pense dans les fin des années 90. Et je reviens toujours sur que la lecture, c'est une habitude. Et les bonnes et les mauvaises habitudes ne s'acquièrent pas à 20 ans. Si vous allez jeter un coup d'œil au niveau des BU algériennes, bibliothèques, pas uniquement à Bouzaï, mais ailleurs, les bibliothèques, malheureusement, sont vides. Sauf pour les révisions et voilà. Même pas. Salles de travail. Maintenant, c'est même pas des salles de travail. Maintenant, c'est les étudiants. Quand vous leur donnez, par exemple, un exposé, ils vont directement sur Internet. Alors qu'en parallèle, il y a une bibliothèque numérique, je ne sais pas combien de livres et de revues. Ouais. Et c'est pour ça que je vous ai dit que, par exemple... Même les parents, ils ne donnent pas comme cadeau des livres comme avant. Non, parce que suppose, entre parenthèses, il y a un personnel. Moi, j'ai une fille qui a 13 ans et demi. Et elle maîtrise 4 langues. 13 ans et demi. C'est pas... elle a la chance aussi d'avoir un papa qui est professeur. Je pense que ça aide un peu. Non, parce qu'on l'avait habituée à lire dès le jeune âge, à partir de 4 ans. Elle a commencé à lire.
Donc, on peut généraliser cet exemple à tous nos enfants. Mais pour sortir le contre-exemple de mon propre argument, la génération de nos parents, nos grands-parents, même s'ils n'ont pas fait d'études transcendantes, avaient aussi ce bon sens élémentaire de vouloir offrir une vie meilleure à leurs enfants et donc de leur donner les meilleurs moyens de faire de brillantes études, c'est-à-dire même et ça, j'ai l'impression que ce bon sens élémentaire a un peu disparu. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Rilas? Après, on donnera la parole évidemment à notre ami Kalem qui trépigne depuis tout à l'heure. Non. D'ailleurs, il existe un concept qui s'appelle la culture d'information. D'accord. Il s'agit d'un ensemble des techniques de recherche vers l'information. D'accord, on a les points d'accès, on a les dépôts, les DSpace, on a les informations partout. Mais comment récupérer cette information? En tant qu'étudiant, j'avais des difficultés pour chercher dans les catalogues. Je ne sais pas comment utiliser un catalogue. Donc, il y a l'absence d'information culturelle. Comment trouver l'information? C'est-à-dire l'étudiant... donc ça c'est un souci de bibliothéconomie, comme on en parlait tout à l'heure. Moi j'étais étudiant, dans les 3 cycles primaires, lycée, CEM, mon prof ne mentionnait pas la bibliothèque. Il n'a jamais dit un mot bibliothèque ou aller chercher des informations. Donc il n'y a pas ce qu'on appelle... Je pense que ça dépend des universités. C'est-à-dire, je pense, je ne sais pas si ça a changé, mais dans les écoles d'ingénieurs par exemple, comme c'est plus petit, comme effectivement la bibliothèque est fatalement moins grande, donc évidemment cet accès est facilité. Dans Bob Zouar, la bibliothèque est immense, donc effectivement, ça doit être compliqué de faire un inventaire à chaque fois et de rester à jour. Mais c'est à nous, en tant que bibliothécaires, d'offrir et de former les étudiants à savoir chercher les informations d'après la base de données. D'accord, elle est immense, mais les étudiants n'ont pas d'information culturelle. C'est un aspect scientifique qui forme les étudiants à apprendre à chercher dans les bases de données, dans les différentes ressources. Professeur, vous êtes d'accord avec votre ancien étudiant, justement? Non, c'est-à-dire... il y a un module qui s'appelle Technique de recherche d'information sur Internet. Très bien. Où on apprend aux étudiants à maîtriser, à connaître et à maîtriser, à utiliser les techniques. Donc, c'est le point là. Le deuxième point, certes, les élèves, les étudiants utilisent Internet, mais ce n'est pas pour lire. Malheureusement, c'est pour télécharger et imprimer les travaux qu'on leur demande. Ils ne lisent même pas le travail téléchargé, malheureusement. Ça, vous le constatez dans votre pratique quotidienne, avec vos étudiens. Oui, malheureusement, quand vous leur demandez un exposé à faire, ils vont sur Internet, ils téléchargent le document, ils l'impriment, ils le présentent à l'enseignant. C'est vrai. Ils ne le lisent même pas. Et ça pose problème. Lina, vous voulez intervenir? Oui, je voulais intervenir. Je pense peut-être aussi pourquoi aujourd'hui on lit moins, c'est peut-être à cause on est dans une société de surconsommation. C'est vraiment le mot surconsommation. On a pris l'habitude sur les réseaux sociaux de scroller toute la journée, des vidéos qui passent, tout est très rapide et on a pris l'habitude donc de se lasser rapidement. Je pense que peut-être aujourd'hui on a du mal à se concentrer avec un livre. C'est important. Mais ça peut être aussi bénéfique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a une campagne qui a été lancée en Europe il y a 15 jours il me semble, autour de Kafka, la métamorphose, et Kafka sur TikTok est devenu tendance. Donc il y a énormément d'influenceurs, allemands, français, anglais, qui font des lectures, qui essayent de disséquer ce texte, et fatalement, par je ne sais quelle magie, comme quoi Internet est toujours un espace d'émerveillement, on retrouve des personnes qui n'ont jamais lu de leur vie se mettre à attaquer l'œuvre extraordinaire de Franz Kafka. Donc, les réseaux sociaux, quand c'est bien fait, de manière intelligente, pédagogique, ça peut aussi faire des miracles. Ah oui, il y a même des groupes sur des réseaux sociaux qui s'organisent et qui parlent de lecture, de nouvelles parutions de livres, etc. Et je pense que... Et bien justement, pourquoi j'ai dit tout à l'heure que les premiers concernés pour la diffusion du savoir, à savoir le livre, doivent innover. Pour rendre la chose attrayante. Pourquoi ?
déjà ce lecteur qu'on avait avant, qui devait aller à la bibliothèque et faire la queue pour avoir le livre, ce même lecteur, lui, il est devenu écrivain parce qu'il a la possibilité d'écrire des articles, de publier. Donc lui, déjà... Et surtout, il y avait un effort. Voilà. C'est-à-dire la connaissance. C'est-à-dire mais donc, avec le lecteur, lui-même, il est devenu producteur d'informations. Donc ça, c'est un élément important à prendre en charge. C'est pas le même type de lecteur qu'on avait. Justement, pour ouvrir le débat sur la question de la propriété intellectuelle, justement, professeur, comment est-ce qu'elle se métamorphose dans le milieu numérique, ou bien c'est les mêmes règles qui sont régies sur... Quand on parle de la production de la littérature, il y a ce qu'on appelle les droits d'auteur. Ouais. Il y a les droits matériels, c'est-à-dire à chaque exemplaire vendu, l'auteur reçoit une contrepartie financière. Enfin, ça dépend du modèle d'édition aussi, compte d'auteur, etc. Voilà. C'est-à-dire, en moyenne, c'est 10% pour les auteurs plus ou moins connus. Et c'est 1%. Il y a ce qu'on appelle les droits moraux. Les droits moraux existent jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, jusqu'au décès de l'auteur, et jusqu'à 70 ans, pour certains pays, jusqu'à 100 ans. Voilà. 70 ans. En Algérie, c'est 70. D'accord. Et le problème ne se pose pas, que ce soit le livre soit sous format numérique ou papier, les mêmes droits sont toujours maintenus. Très bien. On va s'intéresser maintenant, il nous reste à peu près 25 minutes pour cette première partie, à un thème qui est cher à notre ami Riles, qui est la conservation, justement, de ce patrimoine. S'il y a un intérêt à trouver au livre numérique, c'est de pouvoir condenser une bibliothèque extraordinaire dans un petit disque dur. Et ça, c'est une révolution formidable. Oui, moi, dans ce sens, j'ai un slogan que j'utilise dans notre entreprise, c'est la conjugaison du passé au futur. Est-ce que tu es Flanda pour les droits d'auteur? C'est la conjugaison du passé au futur. Donc, en fin de compte, la digitalisation... c'est le seul moyen qui nous permet de résoudre un paradoxe au niveau de ce patrimoine. C'est quoi ce paradoxe? C'est que, à la fois, on est obligé de le conserver pour les générations futures, et en même temps, on doit le communiquer. Et qui dit communiquer, ça veut dire dégradation du livre. Donc, pour moi, le meilleur moyen de résoudre ce paradoxe, c'est la numérisation. Pour l'anecdote, pour un de mes masters dans une autre vie il y a quelques années, j'avais demandé l'accès à une bibliothèque européenne pour un manuscrit très précis dont j'avais besoin. Le protocole d'accès au manuscrit en question était comparable à celui d'un aéroport. Exactement. C'était extraordinaire, les gants, toutes les précautions, des verres spéciaux, des verres spéciaux dont le nom m'échappe, etc. Voilà. Et là, donc, la numérisation nous permet à la fois donc de substituer le support. Donc, on a un support électronique diffusable, communicable, et en même temps, ça permet de valoriser encore mieux ce patrimoine écrit. D'accord ? Et à la fois, le support physique qu'on a, il est toujours à l'abri des facteurs de dégradation, qu'ils soient humaines ou justement, les procédés, ils ont évolué depuis le temps. Ben oui. Alors, on appelle ça la gestion électronique des documents. On appelle ça la numérisation patrimoniale, qui est une niche dans une niche, en fin de compte. Donc, c'est pratiquement un métier à part entière pour de multiples raisons. Parce que la numérisation patrimoniale, elle répond à un facteur clé, comme je viens de le dire, c'est la conservation à long terme. Donc déjà, pour conserver à long terme, donc il faut mettre certaines techniques, certains supports, numériser à certaines résolutions. Alors pourquoi je t'ai posé cette question? Ce n'est pas innocent, puisque je t'avais interviewé il y a 2-3 mois, il me semble, dans un événement, et tu nous avais présenté une espèce de scanner révolutionnaire. Je n'avais jamais vu un tel engin de ma vie. Qu'est-ce que c'est, sans évidemment en faire la publicité? Juste nous expliquer le process. Le process, c'est très simple. Donc c'est un scanner qui répond justement à ce paradoxe-là. Donc c'est de pouvoir manier des ouvrages numériser à une vitesse supérieure, inégalée. C'est le seul scanner. Alors il a un degré d'inclinaison. Alors justement, et pour la protection justement
pour préserver le livre, on peut scanner, et c'est le seul scanner au monde qui permet un scan à angle 60 degrés. Donc sans toucher ça n'abîme pas la reliure. Ça n'abîme pas, et on peut même régler la pression et la vitesse du bras qui fait le scan suivant l'état physique du livre et suivant le format. Donc il y a plusieurs paramètres. C'est automatique, il fait passer les pages. Il fait passer les pages. On n'abîme pas. En même temps, on est rapide. Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui compense les parties non visibles par la caméra du scanner puisque ça s'ouvre pas. Il y a des déformations. Donc il y a des déformations fatalement, elles sont corrigées. Comment est-ce qu'on la corrige? Non, mais il y a des procédés justement que peut-être les visiteurs qui ont vu comme ça de loin le scanner travailler n'ont pas remarqué. Mais il y a des procédés qui corrigent toutes ces imperfections qui peuvent subvenir lors du scan. Parce que maintenant, il y a des applications de scan, par exemple, qui coûtent cher, qui sont juste impressionnantes. C'est-à-dire que on prend une photo limite random, et l'IA derrière va tout corriger, va nous mettre les choses en place, la mise en page, etc. Alors, justement, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. Et quand je dis étape, ça veut dire qu'il y a des softs qui répondent à cette étape. Donc, dans la production, bien sûr, elle est mécanique, elle est gérée par un robot. Il y a des corrections quand on double une page, quand une page est froissée, donc ça se corrige, ça se sache au moment. Et ça, c'est à l'archiviste, évidemment. Voilà. On ne laisse pas la machine faire son travail seule. Après, donc, il y a l'aspect organisation de cette production qui doivent être contrôlées et vérifiées. Bien sûr, on ne sait jamais. Donc, ça aussi, il y a des softs derrière qui sont très puissants, basés sur l'intelligence artificielle. Ah, voilà. Et il y a un troisième niveau, il y a un niveau intermédiaire qui est le traitement aussi de ces images scannées, parce que l'usage final, effectivement, donc quand je scanne pour un usage long terme, donc c'est un format, c'est un procédé que je dois garder, ce qu'on appelle un master dans notre métier, l'image master, qu'elle sera là sauvegardée pour l'image le long terme. Brute, non voilà, altérée. brute, c'est ça, c'est le mot qui est très proche. Il y a l'indexation aussi qui est... Donc il y a cette image brute qui est trop proche de la réalité, qui répond au maximum et qui est super lourde aussi. Voilà, donc c'est des images à part. Après, nous avons des traitements, donc des traitements d'images, et là, il y a de l'intelligence artificielle aussi, il y a une partie de traitement d'images qui intervient suivant l'usage. Après, nous avons des images améliorées pour la diffusion. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des protocoles. C'est à partir de là qu'on passe à l'OCR et à l'intelligence artificielle proprement dite. Et là, non seulement ça révolutionne la lecture du texte écrit, mais l'intelligence artificielle qui a envoyé, si vous voulez, l'information, donc elle est consignée sur des documents. Donc il y a énormément, l'intelligence artificielle a impacté non seulement la lecture, le traitement, mais aussi le métier du bibliothécaire. La conservation. Non, de la conservation, mais du bibliothécaire lui-même et le traitement. Voilà. Par exemple, au lieu qu'un bibliothécaire va lire le livre pour nous faire sortir des mots-clés pour l'indexer, donc l'intelligence artificielle peut vous faire des résumés du livre, peut vous faire faire taguer les livres, alors ne donnons pas des idées aux étudiants du professeur. La numérisation elle est confrontée à trois problèmes. Oui. Il y a les droits d'auteur. Vous ne pouvez pas numériser un ouvrage il faut en être le propriétaire, il me semble. C'est-à-dire que si j'achète un livre, je peux le numériser, mais pour mon usage. Voilà. Par exemple, si un organisme veut, par exemple, numériser le fond d'une bibliothèque, il ne peut pas le faire pour au moins 3 raisons. D'accord. Il y a les droits d'auteur. Tant que l'auteur est en vie, voilà, la période après le décès existe toujours. Donc vous pouvez là, sans l'aval de cet auteur. Il y a autre chose, il y a les supports. Jusqu'à l'heure actuelle, se pose le problème de la durée de la conservation de l'information sur ces supports. En moyenne, un support peut durer une vingtaine d'années. Donc vous êtes obligé chaque fois de faire immigrer les informations sur un autre support. Autrement dit, on n'a pas encore trouvé un support pour une durée indéterminée. Riles, brièvement, et on donne la parole à brièvement.
Moi, regarde-toi, mesquin. Non. Le professeur Théo, il a 30 ans de métier. C'est de l'abus de pouvoir. Moi, je suis pas, avec tous mes respects, avec notre professeur Larme, c'est-à-dire cette question de droit d'auteur. Pourquoi elle est posée juste chez nous? Et c'est la question, je pense que lors du salon, on a discuté brièvement sur ce sujet. C'est-à-dire, moi je pense que les mêmes pratiques qui sont appliquées actuellement dans le mode traditionnel, on peut les appliquer sur le monde électronique. Très simplement. Maintenant, physiquement, si je m'inscris à une bibliothèque, j'ai une carte. Oui. Et j'ai le droit d'aller emprunter le livre et de le consulter. La même chose, j'ai une carte de bibliothèque, j'ai le droit à un accès sur le portail de la bibliothèque pour lire pour moi-même le livre électronique. Et c'est ça les bibliothèques virtuelles ou bibliothèques numériques d'aujourd'hui. Et je pense que si je vous donne le projet de la bibliothèque numérique de l'Europe, alors comment se fait-il qu'au niveau de l'Europe, on n'a pas de problème de droit d'auteur? Je ne sais pas pourquoi les droits d'auteur sont plus défendus chez nous qu'ailleurs. Moi, je pense que partout, toutes les universités du monde ont un accès à leur plateforme. Tant que je suis sur la plateforme de la bibliothèque... Que je ne fais pas sortir en fait l'objet, voilà. Je n'utilise pas les fins commerciales. Je n'utilise pas pour des fins autres que destinées... à ce à quoi c'était prévu. Ce qui est prévu, je pense que je sauvegarde les droits. J'ai pas enfreint ces droits. C'est quand même. Enfin, si vous permettez. D'accord. Pour la technologie de AI, vous avez mentionné qu'il peut traiter et corriger. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur le langage Python. C'est un langage de programmation qui est, c'est-à-dire la langue humaine de l'être humain. C'est pour ça qu'il arrive à traiter et tout. Bon, le problème le AI, concernant ce qu'il a mentionné, le traitement, classification, je ne crois pas qu'il arrive à impliquer les normes comme l'ISBD, l'international. L'ISBD, alors attention, ne perdons pas les auditeurs de l'émission, il faut nous expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne. L'ISBD, c'est des champs. C'est des champs, c'est des métadonnées. C'est International Standard Book Description. Bibliographical Standard. Yes. Bon, pour l'instant, on n'a pas compris, mais on va y arriver. Voilà. C'est une norme pour décrire un livre et dire ce qu'il y a. C'est comme une carte nationale. D'accord. Pour le livre. Par exemple, le titre, les très bien, donc de page. Si j'ai ce numéro, je peux retrouver n'importe quel ouvrage. C'est ça, numéro de code. C'est sa plaque minéralogique. Bon, pour ça, l'IFLA a fait des normes internationales qu'il faut les impliquer pour faciliter la récupération des données. Très bien. D'accord. Donc, personnellement, j'ai utilisé l'AI dans ce domaine de traitement. Il n'arrive pas à impliquer. Donc, j'ai fait une comparaison par rapport à le travail de AI concernant le traitement des ressources, concernant la description selon les champs. Il n'a pas respecté du tout les normes. Mais il apprend vite. C'est l'apprentissage. Et c'est ça un petit peu votre start-up. Voilà, derrière, c'est de savoir c'est ça le domaine que vous travaillez. Les normes sans avoir l'étudier. Hatem. J'aimerais laisser la parole au professeur. Si vous permettez, je suis le droit d'auteur. Oui. Et je donne l'exemple de Google. Google, il y a quelques années, avait proposé à des bibliothèques nationales et municipales, surtout en Europe, Google Books, c'est ça, de numériser leurs fonds. Ben, il s'est retrouvé à payer des milliards de dollars en procès. Parce qu'il s'est permis de numériser des documents qui étaient toujours sous protection des droits d'auteur. Il peut le faire si l'ouvrage tombe dans le domaine public. C'est-à-dire le livre devient à propriété de tout le monde. Donc vous pouvez le numériser. Justement, professeur, les bibliothèques ouvertes. Oui. Là, ça existe, hein, les bibliothèques ouvertes et l'open data. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça dans le domaine du numérique et des bibliothèques? Voilà. L'open access, c'est l'accès libre à des documents. Est-ce qu'il est généralisé? Est-ce que vraiment on a tout ce qu'on veut et tout? Voilà. Par exemple, pour un éditeur, quand il publie des articles dans une revue,
Donc ils vendent cette revue, voilà, ces articles. Mais actuellement, le coût de revient d'un article coûte très très cher. Donc l'article ne peut pas être... il y a difficulté à accéder à de la documentation parce que ça coûte très très cher. D'où l'idée de l'open access, c'est permettre au grand nombre d'utilisateurs d'accéder à l'information d'une manière gratuite. C'est l'idée l'open access. Philosophie qui n'est pas bâtie sur le capitalisme, voilà, sur le... Je vous dis par exemple, un chercheur dans une laboratoire, il fait de la recherche. Il est payé par l'État, voilà, par l'université, voilà, d'une manière disant par l'État. Quand il obtient des recherches, il va publier les résultats de recherche sous forme d'articles dans une revue. Et la bibliothèque, elle va s'abonner, acheter la bibliothèque. Maintenant, la bibliothèque, ou l'État, ou l'université paye deux fois. Elle paye le chercheur parce qu'il fait de la recherche. Et quand il obtient des résultats, donc il va publier les résultats de ses recherches dans une revue, la bibliothèque, elle va s'abonner à des revues. Donc, la publication dans une revue, vous le savez mieux que moi, c'est pas juste de l'édition. C'est aussi du contrôle, la validation par les pairs, etc. Donc, c'est ce processus qui est financièrement lourd. J'essaie de réduire le processus. C'est que je dis, par exemple, quelqu'un fait de la recherche, donc à la fin, s'il obtient de la recherche, ils font l'objet d'une publication, d'un article, dans une revue. Mais l'État, d'une manière, elle paye les chercheurs pour faire de la recherche. Mais quand le chercheur obtient des résultats et il les publie sous forme d'articles dans une revue, l'État, la bibliothèque, l'État à travers la bibliothèque, elle va acheter, elle va s'abonner à cette revue. Donc elle paye deux fois. Or, il y a des pays qui n'ont pas les moyens financiers pour accéder aux résultats de la recherche. D'où l'idée de l'open access. Cette inégalité face à l'accès au savoir. Actuellement, par exemple, je donne l'exemple. En France, par exemple, 60% des publications sont en accès libre, c'est-à-dire gratuit. Donc, le but de l'accès libre, c'est permettre au grand nombre d'usagers d'accéder à l'information d'une manière gratuite. Un modèle de laboratoire qui est particulier, avec des financements croisés, etc. On n'en est pas encore là en Algérie. Là, ça me rappelle un exemple, un modèle que j'ai vécu, que j'ai discuté avec les initiateurs d'un pays au Golfe. D'accord. Donc, ils avaient une plateforme dans les années 2000. Ils avaient une plateforme, et pour favoriser les gens à venir déposer leur offre sur la plateforme, alors ils négocient déjà donc les droits, mais comment ils favorisent? C'est-à-dire, si votre livre est beaucoup lu, vous percevez des sous, c'est-à-dire des indemnités. Et le lecteur, c'est-à-dire celui qui lit beaucoup, il est encore récompensé. Donc vous voyez, du coup, c'était un modèle incroyable. C'est-à-dire, non seulement je favorise les éditeurs à venir sur la plateforme, à écrire, parce que à chaque fois qu'ils sont lus, ils sont payés. Et nous avons bien sûr des mécanismes pour calculer le nombre de lecteurs, le nombre de fois sur lesquelles on a cherché leur livre. C'est aussi un modèle qui a des faiblesses, c'est-à-dire que ça n'encourage qu'un certain type de littérature et un peu la facilité. Voilà. C'est le TikTokage, voilà, pour de la littérature. Mais c'est-à-dire, ça favorise quand même les gens à venir déposer sur des plateformes avec un accès facile, rapide, et on a une visibilité réelle sur le nombre de personnes qui nous lisent. Alors pour la littérature, je sais pas, mais ton argument se tient à Yahya. Par contre, dans le cinéma, ce que je maîtrise un peu mieux, il existe des plateformes où les films populaires aident aussi les films un peu plus confidentiels. C'est-à-dire que sur cette plateforme, si j'ai un blockbuster et que les gens cliquent pour voir le dernier Indiana Jones par exemple, une partie va pouvoir être remis au réalisateur d'un court-métrage confidentiel et métaphysique. Ça, je pense, c'est un peu plus intelligent et c'est un peu plus juste. Donc, je reviens sur le mot qu'il faudrait peut-être innover et proposer de nouveaux services qui s'adaptent à cette nouvelle génération connectée et à ce nouveau modèle axé sur la transformation digitale du bouton. La dernière question, Hatem Husseini, il nous reste 2 minutes. Je vais la poser à M. Kalem et aussi M. Allah. C'est concernant les échanges interbibliothèques. Dans le numérique, est-ce que ça
ça pousse à avoir plus d'échanges, donc de lecteurs, etc. Parce que ce qu'il n'y a pas dans une bibliothèque, on l'aura dans une autre, et on aura les informations. La mutualisation des ressources. La mutualisation des ressources. C'est pour ça j'ai dit qu'il faut impliquer les normes. Les normes, c'est pour faciliter, c'est pour permettre la compatibilité. Bien sûr, la compatibilité, les échanges des pièces catalographiques pour faciliter l'accès à les ressources dans l'espace numérique. Ça commence à être fait chez nous ? Je pense pas, parce que on est coincé dans les normes de catalogage marque et Unimark par rapport aux pays européens. Ça se déplace vers le RDA. C'est un nouveau système. L'RDA, oui. C'est un nouveau système. Vous aimez bien les acronymes dans votre corporation. Le RDA, c'est le nouveau modèle spécialement fait dans l'espace numérique. Et on n'est pas... Alors, brièvement. Brièvement, moi, je pense que la meilleure façon, c'est la mutualisation, non seulement, et on a parlé, je pense, sur ce genre de pratique, qu'il faudrait non seulement mutualiser les moyens pour aller vite sur cette numérisation, il faut y aller, mais donc en mutualisant les moyens de numérisation, je peux mutualiser ou partager le produit issu de la numérisation. Donc l'effort sera partagé. C'est du communisme au sens pur. Voilà. Professeur, le mot de la fin est pour vous. En fait, donc actuellement, il n'y a plus de prêt interbibliothèque. Avant, ça se faisait jusqu'à les années 80, ça se faisait. Maintenant, ça ne se fait plus. Mais maintenant, on va vers ce qu'on appelle la science ouverte. C'est-à-dire permettre l'accès d'une manière gratuite, tout ce qui se fait ou tout ce qui se publie. C'est la tendance. Oui, c'est la tendance. Par exemple, je vous donne l'exemple. Actuellement, il y a des plateformes et des sites où vous pouvez accéder à des milliers soit de livres ou de revues. Par exemple, il y a une plateforme, c'est DOAG, c'est un site où vous pouvez accéder à jusqu'à 20 000 revues d'une manière gratuite. Et la même chose pour les livres. Donc la tendance, c'est vers l'accès libre et gratuit et permanent. Vous êtes une start-up avec un concept innovant. Vous avez une actualité liée au TIC que vous aimeriez développer ? Rien de plus simple. Il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Médiatique-6 Alger Chant 3. Médiatique, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte.